Bonjour à tous, on est ravis de vous rencontrer ou de vous retrouver pour ce deuxième live de Juste après On fait quoi. Le premier a eu lieu il y a 2 jours et donc il est disponible en replay sur notre page YouTube comme ce sera le cas pour ce live également. J'espère que vous êtes bien installés, on est ravis de passer ce moment avec vous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Audrey Arnaud, je travaille dans la conduite du changement et l'économie circulaire. Et avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jean-Sébastien Sello, qui est entrepreneur et qui s'avère être aussi mon conjoint et donc mon partenaire de confinement. Son rôle aujourd'hui, ce sera d'être un GA, un gentil animateur de nos questions-réponses. Et puis, on a bien sûr le plaisir de recevoir Michel Grébeau de la société Les Trois. Bonjour Michel. Bonjour, merci. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, voyons voir qui vous êtes. Vous avez eu un petit sondage. Je vais attendre que vous finissiez d'y répondre pour pouvoir le consulter. Alors, je vois que dans les réponses actuelles, on a 10% de personnes qui sont des porteurs de projets qui souhaitent changer le monde. On a 20% de chefs d'entreprise. On a 10% de consultants qui cherchent à mieux servir leurs clients. Et on a 60% de curieux que la thématique intéresse. L'état du jour, alors il est globalement positif puisqu'on a 30% de personnes qui sont souriantes et on a 60% de personnes positives. On est à la veille d'un week-end de 3 jours, même en temps de confinement, Ouais. ça fait plaisir. Et puis votre secteur d'activité, on a 10% des personnes qui sont de l'agroalimentaire et les autres personnes viennent d'autres horizons. Mais finalement, on traite aujourd'hui un sujet qui nous touche tous, à savoir la restauration, l'agriculture et le local. Donc, ceci étant dit, je vous présente rapidement juste après on fait quoi, les règles de Zoom et puis on se lance dans ce live. Donc, juste après on fait quoi, c'est un mouvement qui est issu de la crise qu'on vit aujourd'hui et c'est issu du fait que peut-être comme nous, vous avez vu passer pas mal de choses sur les réseaux sociaux qui appelaient à l'émergence d'un nouveau modèle après cette crise. Mais qu'est-ce que ça veut dire un nouveau modèle économique? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Surtout que notre conviction, c'est qu'une fois qu'on sera reparti dans l'économie, une fois que le confinement sera terminé, on va plutôt être dans une logique de rattrapage économique, de business as usual, et qu'on n'aura pas finalement beaucoup de temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'on change. On va plutôt faire comme d'habitude. Donc on s'est dit, tiens, profitons de ce confinement qui a peut-être libéré du temps pour certains d'entre vous pour réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire ces nouveaux business models que tout le monde appelle de ses voeux. Alors, j'ai eu la chance ces derniers mois de croiser sur ma route des personnes inspirantes comme Michel qui ont un temps d'avance sur ces business models puisque eux, ils ont déjà mis en œuvre des choses. Et donc, l'objectif de Juste après, on fait quoi? C'est bien de s'inspirer de ce qu'ils ont fait, des actions qu'ils ont déjà menées, au-delà de leur poser la question de eux, concrètement, qu'est-ce qu'ils font après. Donc, en fait, avec ce live, on va s'intéresser à 3 choses. La première, c'est qu'on va chercher à comprendre pourquoi leur modèle qu'ils ont déjà mis en place est plus vertueux que le reste du secteur. Avec Michel, on va vite comprendre du coup quel est le positionnement de l'E3. Ensuite, le deuxième point qu'on va chercher à comprendre, c'est en quoi le business model il est rentable, parce que notre conviction, c'est que les choses bougeront si c'est plus éco-responsable, mais si c'est aussi rentable, et on voudrait tordre le cou à l'idée selon laquelle, si on fait on a un business, un modèle d'affaires vertueux, en fait, il n'y a pas de rentabilité. Si les deux sont possibles et conciliables. Et évidemment, la troisième chose, c'est que vous repartiez avec des envies, des idées, des conseils pour faire bouger les lignes dans votre secteur d'activité, que ce soit la restauration ou un autre secteur d'activité. Voilà pour les objectifs du jour. Alors, les règles de Zoom, pourquoi on fait un Zoom en live? Déjà parce qu'il nous paraissait intéressant que pendant cette phase de confinement, on puisse avoir une réflexion collective. Et donc, l'idée de cette conférence en live, c'est que vous puissiez poser vos questions à Michel en direct. Pour faire ça, l'outil nous permet de le faire via le petit onglet questions et réponses que vous trouverez en bas de l'écran. Donc, on vous invite à vraiment poser vos questions via cet onglet. Ça va nous permettre de les répertorier. Et donc, Jean-Sébastien nous les remontera soit en direct, si c'est en cohérence avec ce qu'on est en train de dire, soit si c'est un peu en décalé, on prendra un temps à la fin de l'interview pour prendre toutes les questions. Le dernier point à vous partager, c'est qu'il y a aussi un onglet converser.
Et ça, c'est pour que vous puissiez échanger entre vous. Donc, je reprécise, les questions-réponses sur la partie Q&R et la partie conversée, c'est à l'usage de tous pour que vous puissiez échanger entre vous. Voilà. Merci pour cette introduction. Juste donc sur la partie échange entre les participants, déjà, est-ce que vous voulez bien nous confirmer que vous nous entendez bien? C'est vrai. Puisque sur la partie technique, je n'ai pas eu de retour sur la partie du chat. Donc, si vous voulez bien nous indiquer, savoir si on nous entend bien. Parfait, nickel. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on est nombreux. On a beaucoup de participants. On est à plus de 26 actuellement en cours. Donc, bonjour Arthur. Il y a Benoît Bringer, qui est journaliste, à noter. Bonjour Catherine. On a Christelle, Christophe, Dario, Delphine, Eric également. On a Isabelle, Julie, des participants qui étaient déjà Marion Corati qui était là au live précédent, Michel, Serge qui est avec nous et Valentin. Donc bonjour à tous, n'hésitez pas, on va essayer de rendre ce live participatif et moi je reprendrai les questions que vous allez nous poser dans la partie questions-réponses en direct pour pouvoir échanger avec Michel sur son beau parcours. Alors Michel, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît? Alors, Michel Grebeau, à titre perso, je crois que j'ai 57 ans. À la base, je suis cuisinier et puis je dirige avec Jean-Rémy, Chris et Laurent la société Les Trois depuis 12 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu ton parcours avant d'arriver à la création de Les Trois? Alors, parcours, moi que j'estime salarié relativement accompli au travers, après un apprentissage en lycée hôtelier, puis voilà, une quinzaine d'années en restauration gastro, traiteur. Je suis rentré en restauration collective. C'est là où j'ai rencontré mes acolytes, Serge et Jean-Rémy, avec qui donc on a créé l'entreprise Les Trois, après avoir travaillé ensemble pendant une quinzaine d'années dans d'autres entreprises de restauration collective. Ok. Voilà. Donc nous avons créé la société Les Trois en 2008, en octobre. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quelle problématique vous avez voulu vous attaquer en créant Les Trois? Oui, alors je ne sais pas si c'est une problématique. Nous, c'était plutôt un sentiment de partie inachevée. En fait, dans le métier qu'on exerçait à l'époque, on a rapidement senti ce sentiment que ce que l'on avait appris, que les valeurs qu'on avait aussi apprises dans notre vie ne correspondaient pas plus forcément au métier qu'on exerçait et que le métier de cuisinier n'avait plus tellement sa place dans la restauration collective notamment. Et donc, c'est à partir de ce constat-là qu'on s'est dit le meilleur moyen pour redonner du sens à notre métier, en tout cas pouvoir mettre en place nos valeurs, c'est de créer sa propre entreprise et d'avoir les mains un peu plus libres pour pouvoir aller au bout de nos valeurs. Est-ce que tu peux nous dire justement c'est quoi ces valeurs que vous vouliez retrouver et que du coup vous avez mis au centre de la création de Les Trois? Oui, alors c'est essentiellement du bon sens. Nous, l'idée, c'est vraiment de remettre le cuisinier au centre des cuisines. C'est pour ça qu'on a plaisir à dire aujourd'hui que dans nos cuisines, le cuisinier cuisine. Oui. J'aime bien le dire parce que ce n'est pas forcément le cas, notamment en restauration collective. On a plutôt affaire à des personnes qui sont plutôt là à assembler des produits plutôt qu'à vraiment les cuisiner, à créer des vraies recettes. Ensuite, se tourner vers une agriculture qui était un peu négligée, qui est toujours d'ailleurs négligée dans le métier de la restauration, il ne faut pas se leurrer. Mais en tout cas, une agriculture locale, de proximité, respectueuse de l'environnement, des saisons. Voilà, autant de bon sens qui allait faire que notre restauration allait coller à nos besoins, nos envies et à nos vraies valeurs. Est-ce que tu peux nous donner… Sans aller chercher midi à 14 heures. Quand je dis, moi, se tourner vers des producteurs, pour moi, ce sont des spécialistes. Plutôt que d'avoir des fournisseurs qui aussi sont des spécialistes dans leur domaine, avoir affaire à des spécialistes de l'agroalimentaire mondial, ils vont se dire plutôt aller chercher des vrais spécialistes à proximité. Quand je dis ne pas aller chercher midi à 14 heures, c'est quand on a des vrais producteurs à côté de chez nous. Pourquoi ne pas les utiliser et travailler avec eux? Est-ce que tu peux nous donner, Michel, un peu une photographie, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés que tu as aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'est 140 personnes. Le chiffre d'affaires est de 12 millions, un petit peu moins de 12 millions 5. Vous voulez d'autres chiffres du genre alors, on rentrera tout à l'heure sur la partie un peu plus business model, mais ça nous permet de comprendre qu'en 12 ans, globalement, vous êtes passé de la création à quand même une structure… à 140 personnes bienveillantes auprès de la restauration, notamment des enfants, puisque nous, on a choisi quand même à la base le secteur de l'enfance et de la petite enfance. Oui. C'est un choix volontaire. Hein. On ne néglige pas les autres
les autres personnes. Mais à un moment donné, on ne peut pas être partout non plus. Si on veut faire les choses bien, il vaut mieux se sectoriser. Voilà, c'était aussi, on partait du principe et du raisonnement que la pédagogie allait avoir beaucoup d'importance dans notre métier. Le fait d'aller se tourner plutôt vers un secteur des petits et des tout petits, c'est quand même plus facile de leur apprendre dès le plus jeune âge les meilleures méthodes, en tout cas celles qui nous semblent bonnes pour bien consommer. On a deux questions. Donc, on a Ludovic qui interpelle en disant la création en 2008, déjà en pleine période de crise. Donc, semble-t-il Oui. que tu sois déjà rodé à ça. Et Julie qui nous dit 140 personnes. Quel type de métier sur ces 140 personnes? Alors, peut-être déjà sur la première, sur 2008, est-ce que tu peux nous redonner un peu comment ça s'est passé? C'était quoi les débuts? Et effectivement, est-ce que la phase de crise vous a été une contrainte ou au contraire une opportunité? Alors, d'abord, étant dans le milieu et dans la profession depuis pas mal d'années, je voyais bien que ça commençait à tourner aussi et que cette histoire de malbouffe, ça commençait à trotter et à ressortir, je dirais, un peu plus, notamment dans les paroles, dans les informations, etc. Et c'est vrai que même si on était avant-gardiste à ce moment-là, c'était le moment où il fallait lancer, je pense qu'on l'a bien senti à ce moment-là, qu'il fallait se lancer sur vraiment ce service d'approvisionnement et ce service de distribution en respectant les proximités, en respectant les vrais partenaires proches. Ça semblait tellement évident, d'autant plus que, pareil, pendant beaucoup d'années, nous, on est parti du principe qu'il y a beaucoup notamment sur les producteurs, beaucoup de personnes, beaucoup de structures qui ont travaillé sur les appellations pour les défendre, les appellations d'origine protégée, les IGP. Et nous, on a rapidement considéré aussi qu'il était temps de travailler ces produits-là et de les faire découvrir, notamment aux enfants, en tout cas à la vraie population. Voilà, notre devoir de restaurateur, il est là, surtout quand on parle de service auprès des enfants, il faut leur faire découvrir les vrais produits. Voilà, ça marche. Et du coup, sur la deuxième question, rouge, qui n'ont aucun intérêt pour nous. Ouais. Et sur la deuxième question, c'est de savoir le profil de métier qui existe au sein de l'E3 aujourd'hui. Oui, juste aussi. Alors, en 2008, effectivement, c'était un peu compliqué. Et surtout que nous, lorsqu'on a lancé l'entreprise en 2008, c'est vrai que c'était un peu compliqué dans le sens où déjà les banques avaient mal à prêter de l'argent dans cette période de crise. Et nous, rapidement, notre projet, c'est de créer notre première cuisine centrale. Et lorsqu'on a rencontré nos premiers partenaires banquiers, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué parce que franchement, ils ne prêtaient pas beaucoup d'argent, puis on avait peu d'expérience, je dirais, à titre de créateur d'entreprise à ce niveau-là. Tu peux nous donner un montant d'investissement sur ce premier labo, par exemple? 2,5 millions. 2,5 millions. Donc la cuisine qui a pu voir le jour en 2010 à La Roche-sur-Foron, l'atelier Rochois. Donc. Voilà. Et c'est vrai qu'on a eu la chance aussi d'être rapidement lauréat du réseau Entreprendre. Je fais un petit clin d'œil à Cathy, je crois qu'elle est là. Et puis, nous avons été aussi, par la CCI, élus créateurs de l'année. Donc, rapidement, on a eu la belle estampille confiance. Et ce qui a fait aussi, on a eu cette chance-là que les banques ont pu accepter nos suivants. OK. Voilà. Donc, ensuite, alors, les corps de métier, effectivement, nous, dans notre structure, la base, nous, c'est la cuisine. Donc, nos équipes sont essentiellement faites de cuisiniers, mais pas que. On a aussi des chauffeurs-livreurs, on a aussi des commerciaux, on a aussi des comptables, on a aussi des responsables des ressources humaines, diététiciennes, mais ça tourne autour de notre cuisine. Les vrais métiers liés à notre profession, aujourd'hui, dans l'entreprise, ça représente à peu près 90% de personnes. Les autres, c'est plutôt des tâches transversales sur l'administratif ou autre. Ça marche. Et du coup, pour comprendre, comme ça, on finit le panorama de ce que c'est l'E3 aujourd'hui et on revient un petit peu sur l'histoire. Aujourd'hui, tu parlais de cette cuisine centrale à La Roche, mais il y a aussi d'autres entités au sein du groupe. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu les différentes entités? Oui, donc la première, l'E3, qui a été créée en 2008, effectivement, avec son atelier Rochois à La Roche-sur-Foron. J'allais dire au fil des mois qui sont passés, ce que l'on a mis en place, ça a rapidement plu. Et donc, l'outil est devenu rapidement saturé. Nos sites que l'on avait aussi en autogestion avec lesquels on avait démarré étaient complets, puis on ne voulait pas développer plus que ça dans ce domaine d'activité. Est-ce que, Michel, je te coupe, est-ce que tu peux nous dire à ce moment-là, du coup, combien de repas vous serviez par jour et au bout de combien de temps vous avez été saturé? Alors, le nombre de repas, les 2 premières années, nous avons démarré l'activité en autogestion. C'est le principe, je dirais, assez simple de la restauration collective qui, globalement, fonctionne comme ça. En fait, on reprend en gestion
un établissement qui a déjà une cuisine, un collège, un lycée, voilà. Et c'est la société de restauration qui l'exploite. Donc, ça nous a permis de démarrer rapidement les 2 premières années, sans gros investissements, puisque c'est le client qui investit dans l'outil. Et là, on était à peu près à 7000 repas par jour, sur 8 établissements. Ensuite, donc la cuisine centrale qui est ouvert en 2010. En 2 ans, l'outil était complet. Ça nous a permis aussi de faire en plus 7000 repas par jour. Donc, en 4 ans, nous étions à 14 000 repas par jour. Joli. Voilà. Donc, effectivement, nous avons été sollicités dans les années, je crois que c'est en 2013, fin de l'année 2013, par la communauté de communes de Chautagne, en Savoie, qui avaient entendu parler de nous. Et puis, eux, dans leur objectif de développement, j'allais dire assez vertueux de la Chautagne, souhaitaient intégrer une structure un peu comme la nôtre, qui allait pouvoir s'entourer aussi de maraîchers en proximité. Donc l'idée nous a séduites, hein, et donc rapidement on a conclu avec donc une association aussi qui s'appelle le Naturopole, une association qui est là aussi pour créer des liens entre diverses associations, entre les entreprises, entre les élus qui ont beaucoup d'influence. D'ailleurs, Et donc, Frédéric, normalement, il était présent aujourd'hui là. Il est censé être un Frédéric est par là, spectateur. alors s'il est là, on lui fait un coucou. Et donc, voilà, donc on s'est installé sur cette zone Naturopole en 2015, les travaux ont démarré. En 2016, nous avons démarré l'atelier de Chautagne, qui est juste une réplique de l'atelier Rochois. Même cuisine, bon, c'était la deuxième, donc on a corrigé les quelques erreurs qu'on avait pu commettre sur la première. C'est comme une deuxième maison, toujours un petit peu mieux. Voilà, donc nous avons ouvert là-bas en 2016 et au bout de 2 ans aussi, les 7000 repas qui étaient initialement prévus sur 4 ans était là déjà au bout de 2 ans. C'était le même montant d'investissement, Michel, sur ce deuxième investissement, c'était le même montant d'investissement. Tout à l'heure, j'ai fait un petit calcul rapide, c'est que un repas, c'est 350 € d'investissement. Est-ce que vous avez réussi à descendre ce niveau d'investissement? Non. En fait, on a gardé le portefeuille, simplement on a réparti la somme, je dirais, sur des améliorations. Ça marche. Et alors, il y a un 3e bébé qui est sorti. Alors oui, donc la cuisine de l'atelier de Chautagne, c'était la 2e société aussi, donc qui s'appelle Les Trois Savoies. Les Trois, donc en fait, rayonnent sur la Haute-Savoie. Les Trois Savoies rayonnent sur la Savoie. De fait, parallèlement, nous avons créé la société mère, ça s'appelle la holding, hein, je suis désolé du gros mot, mais ça s'appelle comme ça, qui s'appelle Les Savoies. Donc en fait, qui chapeaute les Trois et les Trois Savoies. Et depuis 2018, effectivement, la 3e structure qui s'appelle Les Saisons, un pôle agroculinaire que nous avons ouvert à Saint-Pierre-en-Faucille. Voilà, où là, on ne fabrique pas des repas, mais en fait, c'est un outil qui est à disposition de la restauration, qu'elle soit collective, traditionnelle, des traiteurs, etc. Je détaille un petit peu ou on y vient après? Alors, explique-nous un tout petit peu effectivement en quoi ça consiste, comme ça on a le panorama global et après on va rentrer plus dans le détail de votre offre. Exactement. Donc, lorsqu'on a créé les saisons, en fait, l'idée de base, c'était de créer un outil qui allait pouvoir subvenir aux besoins de quantité de la société Les Trois et Les Trois Savoies, notamment recréer une vraie légumerie, chose qui existait dans nos cuisines centrales, qui existe toujours d'ailleurs. On a un petit peu réduit de fait. Enfin, créer une vraie légumerie de manière à l'automatiser davantage, pas pour supprimer des emplois, mais juste pour supprimer tout ce qui allait être, enfin, tout ce qui est pénible, notamment dans le port de charge, etc. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a souhaité l'automatiser. Donc, la légumerie a été accompagnée aussi d'un atelier de 5e gamme. Dans cet atelier, en fait, qui sert à faire des cuissons qui sont essentiellement sur des produits que l'on classe plutôt liquides, donc des potages, des confitures, des fonds de sauce, des bouquets de légumes, des réductions de tomates, des potages gélis, des soupes, etc. Voilà. Donc, 4e gamme, 5e gamme. Ensuite, un atelier de découpe de fromage. Dans les cuisines centrales de Les Trois, ne sont servis que des fromages, j'allais dire, à la coupe. Et donc, 7000 portions de fromage dans chaque cuisine centrale, c'est 2 personnes à plein temps par jour pour couper tous les fromages. Et donc, l'idée, c'était vraiment de créer aussi une ligne de découpe de fromage qui allait pouvoir nous rendre service à nous, mais aussi à la restauration en règle générale, et surtout la restauration collective, qui a aujourd'hui tendance à plutôt servir des fromages préemballés déjà en portion unique, et donc, de fait, ne servent pas des fromages AOP ou IGP. Donc, l'idée, c'est de base de partir du principe que ce que Les Trois a besoin ou allait avoir besoin, la restauration, que ce soit des collèges, des lycées, des hôpitaux, des maisons de retraite, de la restauration traditionnelle, allait aussi en avoir besoin. Donc, en fait, le pôle agroculinaire se positionne vraiment entre le producteur et le consommateur. Alors, aujourd'hui, je dirais plutôt professionnel, sachant que demain, on va ouvrir donc un 4e, ce qu'on peut appeler un atelier. Il sera un magasin
donc, et qui sera ouvert au grand public. Où là, donc, on pourra enfin donner accès à nos produits, d'une partie des produits de l'E3 et surtout toute la partie des produits travaillés de les saisons. Tous ces produits-là, voilà, pourront être accessibles au grand public. Et ce magasin, il sera où? Il sera à Saint-Pierre, dans le même bâtiment. C'est pour ça qu'on l'a nommé un bâtiment agro-culinaire qui en fait réunit plusieurs professions sous un même toit, ce qui n'existe pas en France. Hein. Donc à l'étranger, je ne pense pas non plus. Voilà, l'idée, c'était vraiment aussi de créer un outil qui allait nous rendre service à nous, mais vraiment rendre service aux producteurs, justement, accompagner aussi tous nos producteurs qui ont fait le choix de nous accompagner aussi depuis le début, continuer avec eux à pouvoir se développer, et puis vraiment à toute la profession de manière à apporter des produits frais, des produits de proximité, des produits prêts à cuire. Tous les légumes sont prêts à cuire. C'est-à-dire qu'un restaurateur aujourd'hui qui va commander de la frite chez Les Saisons, prête à cuire, ça de la frite crue, il pourra avoir une appellation produit maison, puisque la frite, elle sera juste prête à cuire. C'est vraiment à la disposition des chefs. Ça marche. Il y a quelques questions, je crois. On va sortir aussi cette année un fond de sauce qu'on a remis dans la profession, puisque les fonds de veau, les fonds, ça, les restaurateurs connaissent très bien. Ça avait plutôt été banni, mais on lui a redonné on l'a remis dans sa noblesse et vraiment dans une, déjà dans une partie sanitaire irréprochable, bien évidemment, mais des vrais fonds de sauce qui sont plutôt servis sous forme de demi-glace. Et voilà, on a déjà fait des tests ces temps, on a fait venir des chefs dans notre nouveau laboratoire, parce que ça aussi, c'est le 5e atelier de Les Saisons. On a vraiment un vrai laboratoire de recherche et développement. Et là, on a pu faire des tests sur notre fameux fond de veau, qui sera plutôt une demi-glace. C'est quelque chose qui plaît énormément déjà. Alors, on va revenir sur ce laboratoire et sur son actualité toute récente, mais plutôt en deuxième partie d'interview. Il y avait quelques questions? Oui, alors si je comprends bien, Michel, aujourd'hui, vous avez une activité dédiée aux professionnels dans laquelle vous touchez les écoles, les hôpitaux, les restaurateurs et une activité qui se lance sur la partie grand consommateur, donc plutôt B2C, c'est ça? Oui. Et on avait une question de Ludovic qui se demandait savoir si sur la partie professionnelle, vous aviez 100% de public ou aussi vous avez par exemple des écoles privées. Oui, oui, tout à fait. On a quelques écoles privées, effectivement. Alors ça, on est plus sur la partie gestion concédée. On travaille avec des lycées, collèges et lycées, type collège et lycée Saint-François-Ville-Lagrand, le lycée de l'ECA, qui était notre premier client à Annecy-le-Vieux, le collège des Tilleuls à Annecy. Sur La Roche-sur-Foron, on a un foyer d'hébergement qui s'appelle Le Verger, où là, ce sont des personnes âgées qui aujourd'hui sont confinées. On leur livre des petits portages individuels dans leur chambre. Enfin, ce n'est pas nous qui faisons le service dans la chambre, bien évidemment. Voilà, on a la FPI, qui s'appelle maintenant Aller plus haut, une structure qui s'occupe de personnes handicapées, du plus jeune âge jusqu'aux gens en retraite. Est-ce que tu as une idée du pourcentage public-privé que ça représente? Oui, aujourd'hui, oui, le privé représente 85%, le privé représente 85% de notre chiffre d'affaires. Ok. D'accord. Autre question, j'ai Alexandre. Le public représente 85%. Ah, d'accord. Okay. 15%, c'est le privé. Voilà. Donc 85% public, 15% privé. Alexandre qui nous demande en fait dans votre évolution à partir de votre création, en 2008, quelle était la part de l'agriculture bio ou AOP-IGP en 2008, aujourd'hui et demain? Est-ce que ce pourcentage, ce rapport a évolué ou vous avez été toujours en permanence en fait avec ces fournisseurs de partenaires de proximité? Et on va rentrer dans la question du coup de effectivement votre offre et qu'est-ce que ça veut dire le local et quelle est la part et tout ça de produits locaux, régionaux, le bio. Oui. Alors l'AOP et l'IGP, anciennement c'était les produits AOC qui sont devenus AOP ou IGP. C'était à peu près à ce moment-là. Nous on les intégrait tout de suite parce que c'est vraiment le choix que l'on a fait. Je vous donne l'exemple des fromages. On le retrouve beaucoup sous les appellations AOP et IGP. Donc, on a intégré rapidement ces produits. Vous donnez un pourcentage, je n'ai plus trop souvenir. Je sais que le bio, on était à 25% à peu près à ce moment-là, ce qui était déjà énorme. L'objectif, ce n'était pas de vouloir faire tout de suite du 50, 60, voire même du 100%, notamment sur les produits bio, parce que à partir du moment où vous voulez défendre des valeurs locales et saisonnières, c'est impossible de faire du 100% bio aujourd'hui. Ou alors on ne serait plus en local, ou alors on ne serait plus en saisonnier, etc. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, vous avez un prisme et un parti pris, et du coup, après, vous le mettez en application. Vous, votre parti pris, ce n'était pas le bio absolument, c'était d'abord le local, la proximité, le produit de saison. Local. Alors si ensuite le local est bio, enfin bio local, c'est l'idéal, aujourd'hui tout le monde le sait, l'objectif c'était ça. Le bio, et c'est toujours le cas aujourd'hui, un produit bio qui a fait le tour du monde, pour nous, ce n'est pas un produit bio. Le bio c'est aussi un état d'esprit. On a des producteurs aujourd'hui avec qui on travaille, notamment sur du reblochon,
c'est ce reblochon-là, c'est la GAEC du Parnal, à La Roche, pour ne pas les nommer. C'est un reblochon fermier, donc qui est fabriqué 2 fois par jour à la ferme. Il n'est pas bio, mais quand on connaît les Périllards, on sait comment ils travaillent. Et pour nous, ce sont des gens qui font du bio. Ils ne veulent pas aller chercher la certification parce que, bon, entre nous, ça les emmerde. Et voilà, c'est des démarches administratives et beaucoup de producteurs raisonnent un peu comme ça. Et à partir du moment où on sait comment ils travaillent, c'est ça aussi, c'est la proximité. La proximité, ça permet d'aller voir nos producteurs. Et, il y a une transparence telle, on sait comment ils travaillent, il n'y a aucun souci là-dessus. Et quand on voit la qualité gustative de leur reblochon, on préfère servir aux enfants ce reblochon-là, qui pour nous est le vrai reblochon avec son vrai goût, parce que le bio n'est pas forcément, entre guillemets, bon. C'est pas parce que c'est bio que c'est bon. C'est bio, c'est sain, il n'y a pas de produits chimiques, phytosanitaires, etc. Ok, mais c'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Donc nous, on fait le choix aussi d'aller chercher aussi les vraies valeurs gustatives des produits. Michel, aujourd'hui, tu parles de ces producteurs locaux. Est-ce que tu trouves suffisamment de producteurs locaux pour répondre à votre demande? Parce que tout à l'heure, tu disais on passe à 7 000, maintenant on est à 14 000, peut-être demain 21 000, etc., etc. Et la question qui me vient derrière ça, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne crées pas une dépendance de tes fournisseurs vis-à-vis de vous, puisque vous allez avoir de plus en plus de besoins? Comment vous travaillez pour qu'ils aient aussi cette capacité à pouvoir vendre, pas uniquement à vous? Oui, bah de toute façon, alors on a grandi progressivement, donc les producteurs existaient déjà avant nous, hein, bien évidemment, hein. Ils ne nous ont pas attendus. L'idée, c'était aussi de nous de grandir, de se développer de manière… déjà, aller trop vite, ça ne servait à rien. Il fallait le temps aussi aux producteurs de s'organiser, pouvoir aussi nous accepter de travailler avec nous, ce qui n'était pas simple, hein. Au départ, la problématique, il y avait une grosse problématique des producteurs liée à la restauration collective. Beaucoup n'acceptaient pas de travailler avec la restauration collective parce que difficultés de livraison, les producteurs ne sont pas toujours équipés pour livrer. Des difficultés aussi en termes de rémunération, parce que la restauration collective veut bien acheter, mais pas cher. Et puis aussi dans les conditions de règlement, les distances, les ristournes en arrière, etc. Donc nous, on a pris un peu le problème inverse, c'est-à-dire que nos producteurs, on en avait déjà quelques-uns qu'on connaissait par affinité. Et puis, c'était surtout de leur expliquer que nous, notre objectif, c'était vraiment de créer des liens avec eux, d'aller dans leur sens, dans le sens, par exemple, où nous, on allait avoir des véhicules qui allaient partir en livraison, alors que les producteurs ne livrent pas. Nous, on s'est dit, nos véhicules, lorsqu'ils vont revenir de livraison, plutôt que de rentrer bêtement à vide, autant passer chez les producteurs, récolter la marchandise, et puis la ramener dans nos ateliers. Nous, ça ne nous coûte rien de plus, et puis les producteurs, ça les arrange. Donc, c'est des petits partenariats qu'on a pu créer comme ça, ce qui a permis de les fidéliser. L'objectif aussi, c'était de rémunérer, alors ça s'appelle un peu au cul du camion, c'est comme ça, donc rémunération courte, sans aucune ristourne arrière, on achète tout en prix net. Et voilà, et je dirais que notre réputation et notre confiance, elle s'est liée aussi au fur et à mesure, au fil du temps. Ils ont bien vu qu'on respectait nos engagements, nos valeurs, et qu'au bout de 12 ans, rien n'a changé. Alors effectivement, on leur a dit attention, mettre tous vos œufs dans le même panier, ce n'est pas forcément bon non plus. Bon, sachant que, comme je vous l'ai dit, ils ne nous ont pas attendu pour exister. Ils avaient déjà des marchés parallèles. Ils vont continuer. Aujourd'hui, les producteurs qui vont sur les marchés ou beaucoup ont ouvert des magasins, fonctionnent très très bien. Et voilà, nous, l'objectif, c'est pas d'être monoproduit pour une fournisseur. C'est le fournisseur, ça. Aujourd'hui, vous avez suffisamment de producteurs? Oui. Alors oui. Est-ce que tu peux nous… Non, je dirais qu'on a suffisamment de producteurs, mais on n'a pas suffisamment de produits de proximité. Aujourd'hui, nous, voilà, on veut respecter les saisons, donc ça amène aussi un peu de complexité dans nos cuisines, mais à partir du moment où on a des cuisiniers qui cuisinent aussi, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a des produits qui arrivent en abondance. Quand c'est la saison de la carotte, quand la carotte arrive, on peut servir 2-3 fois de la carotte dans la semaine pour les enfants. Ils ne peuvent pas mourir d'une overdose de carottes. Simplement, il ne faut pas tomber dans la monotonie non plus, et à nous, cuisiniers, d'élaborer des recettes de manière à ce que ça change, et puis pouvoir justement ne pas amener que dans la monotonie. Alors justement, Michel, donc on parle de local depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le local pour les trois et quel est le pourcentage aujourd'hui d'approvisionnement local? C'est ça, oui. L'étendue en fait du local, jusqu'où vous allez, ça répond à une question. Oui, aujourd'hui, quand on parle de local, souvent en restauration collective, quand on est français, c'est déjà pas mal. Mais nous, le local, on l'a défini à 80 km à la ronde de nos cuisines centrales. Voilà. C'est clair, le local, c'est 80 km. Ça représente aujourd'hui 62% de nos approvisionnements.
Et ensuite, le régional, c'est la région plus département limitrophe qui représente un peu plus de 80% de nos apports. Voilà. Le restant des approvisionnements, c'est bien évidemment les poissons de mer, on va dire les agrumes, les ingrédients tels que le riz, voilà, d'autres choses qu'on ne trouve pas en local. L'objectif, c'est vraiment de travailler en local. Alors, quand je dis local, ce n'est pas non plus vivre en autarcie. Hein. Faut être capable aussi d'aller chercher les bons produits au moment de la saison. Je donne souvent l'exemple du chou-fleur de Bretagne. Il y a d'excellentes filières sur le chou-fleur de Bretagne. Quand c'est la saison du chou-fleur, autant aller les chercher. La saison de l'abricot, la filière des baronnies, par exemple, ce serait dommage de s'en priver. Donc, voilà, il ne faut pas non plus vouloir vivre en autarcie. Mais par contre, tout ce qui pousse et tout ce qui est produit dans notre région, dans notre département, notre devoir, enfin, moi c'est ce que j'estime en tout cas, est de travailler avec les producteurs, à condition qu'ils acceptent de travailler avec nous. Pour faire écho à une question de Delphine, aujourd'hui, tu nous parles beaucoup de légumes et elle se pose la question de la partie viande, de l'approvisionnement en viande. Comment vous faites? Oui, alors je parle beaucoup de légumes parce qu'en fait, on en souffre un peu en Pays de Savoie. Le maraîchage, il n'est pas suffisant. C'est pour ça que j'en parle un petit peu. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé les saisons et sa légumerie. Pour dire aux maraîchers, plantez, vous savez que c'est vendu. Voilà. Alors peut-être juste avant, je rebondis juste là-dessus et on revient sur la viande après, mais parce que c'est un point important dans cet écosystème. On voit bien que vous êtes très lié à votre écosystème amont-aval. Dans cet écosystème amont, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la relation? Enfin, on a compris que vous avez une relation partenariale avec les producteurs, mais comment vous faites pour développer les filières? Un peu dans la logique, tu parlais du naturopole tout à l'heure et du fait qu'on manque de maraîchage. Évidemment, on est dans un endroit de montagne, donc on n'a pas les mêmes atouts que d'autres régions de France. Le lien avec la viande, il est tout fait, parce que donc, nous, on a travaillé depuis le départ avec la GAEC du Créjoli. C'est une ferme qui se situe à Maziers. Ils sont 5 associés et on a démarré avec eux sur du yaourt, puisque Jérémy avait fait le choix de diversifier un peu leurs produits et surtout de mettre en place une filière de transformation. Et donc, ils ont créé le yaourt en même temps que nous. On a fait les essais ensemble. On les a fait goûter aux enfants. Ils ont pu un peu corriger leurs recettes. Et le yaourt du Créjoli, il est parti comme ça. Et parallèlement, donc Hubert, qui lui s'occupait plutôt de la partie élevage, lorsque les bêtes arrivaient en fin de vie, partaient donc abattoir. Globalement, je crois que c'était Socopa, c'était caché, c'était vendu 2 € sur pied. Voilà. On dit c'est quand même dommage, on a des viandes bio. Alors certes, ce n'est pas forcément des bêtes qui sont très spécifiées à sa viande, mais qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui vous empêche qu'en fin de vie, ces bêtes-là soient engraissées comme il faut pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, enfin en tout cas le temps nécessaire à ce que la viande devienne qualitative et une belle qualité, persillée. Et du coup, l'idée est partie de là. Et aujourd'hui, on achète les bêtes entre 4,50 € et 7 € sur pied, en fonction du rapport os et viande, ce rapport poids, os et viande, et permet de valoriser les bêtes. Aujourd'hui, on passe l'équivalent de 5 à 6 bêtes par mois. Aujourd'hui, il y a 14 GAEC qui se sont mis dans la boucle. C'est Hubert qui gère le calendrier, de manière à ce qu'on puisse avoir sur une cuisson la même typologie de viande. Lorsque l'on cuit par exemple une tarine avec une charolaise, à un moment donné, il y en a une qui va être super cuite et l'autre qui ne sera pas assez. Donc voilà, il faut que aussi à chaque fois qu'on a une cuisson, ce soit les mêmes typicités de viande. Donc ça, c'est géré par les éleveurs via notre grossiste Yvan Rosnoblet qui est à La Roche-sur-Foron. Ça passe par l'abattoir de Chambéry ou de Bellegarde. Et puis donc, Yvan récupère les bêtes à l'abattoir, nous fait la découpe, la transformation, la découpe et nous dispatche sur tous nos sites. Et alors sur la partie… Ça marche super bien. Et donc, tout le monde y trouve son compte. Nous, on arrive… Alors, il y a un coût financier quand même qui est un petit peu au-delà de ce qu'on pourrait acheter en passant par les grosses filières. Mais bon, la volonté aussi, c'était encore une fois de mettre en place ces filières avec des éleveurs de proximité. Et sur la partie maraîchage, je crois que tu me disais l'autre jour que tu pousses, ou vous poussez les trois, à diversifier aussi, du coup, peut-être des producteurs sur la partie maraîchage de leur… Oui, c'est vrai que les exploitations, alors notamment laitières, sur les départements, sur les pays de Savoie, c'est vrai que les appellations sont plutôt bien rémunérées. C'est vrai que les agriculteurs ont fait le choix aussi d'aller sur des fabrications de fromage, la Tome, le Bachon, ce qu'on connaît bien. Enfin, voilà. Et c'est plutôt bien rémunéré, entre guillemets, parce que bon, la rémunération aussi au niveau des producteurs, elle n'est pas forcément celle qu'ils souhaiteraient. Mais voilà, l'idée, c'était aussi de leur dire, pour moi, je prends souvent l'exemple
une exploitation qui a une centaine de bêtes. Globalement, ils ont à peu près 100 hectares. C'est de dire, sur les 100 hectares, pourquoi pas prendre 1, 2 ou 3 hectares pour faire un peu de maraîchage sur des produits qui poussent très très bien dans nos départements, la pomme de terre, la carotte, des poireaux, des navets, des courgettes l'été, enfin, etc. Voilà. Et l'idée a fait un petit peu son chemin aussi. C'était un peu boosté l'année dernière lorsque les préfets, en tout cas les départements, ont fait le choix de supprimer le fromage au lait cru dans la restauration pour les crèches et les écoles maternelles, où en fait, c'est vrai que la production, notamment sur le reblochon, qui lui, reblochon et tome, qui du coup sont exclus sur ces catégories d'enfants. Du coup, ça a diminué forcément les ventes de ces produits-là. Et l'idée, du coup, de se diversifier un petit peu, elle a repris un petit peu toute sa valeur à ce moment-là. Ça marche. Je crois qu'on avait une question sur comment on sert un fruit bon et mûr à point en restauration collective, si on reprend l'exemple de l'abricot. Question d'Alexandre. Justement, lorsqu'on a des filières courtes, lorsqu'on travaille en direct avec les producteurs, c'est là aussi on a l'avantage, déjà, comme je disais tout à l'heure, d'avoir affaire à des spécialistes, mais on a vraiment le bon produit mûr et au bon moment. Le temps qu'il soit cueilli et livré sur nos sites, je dirais que globalement, ça prend une semaine grand maximum. Voilà, quand on passe par les filières classiques, ça peut prendre 3 semaines. Donc, forcément, le produit est cueilli pas mûr. Alors, des fois, il arrive, il a mûri tant bien que mal dans des espèces de conteneurs ou autres. Alors que nous, ça arrive directement du producteur. Je veux dire, mis à part que le fait que ça passe par nous, le lien il est direct entre le producteur et le consommateur. Alors, ce n'est pas toujours du 100%. Hein. Quelquefois, la saison est un peu compliquée. Mais bon, globalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et pour finaliser sur du coup votre profil, enfin les pourcentages que vous avez, tu nous as parlé du local, du régional. Oui. Sur le bio, aujourd'hui, vous avez quel pourcentage de produits bio, même si on a bien compris que le bio, il fallait d'abord que ce soit bon et local avant que ce soit bio. Oui, c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'on n'est que à 56% de produits bio aujourd'hui, servis donc en moyenne chaque jour dans l'assiette des enfants. C'est un calcul qu'on a mis en place avec Alp Control qui nous vérifie et nous valide ce calcul. Voilà, ce n'est pas des chiffres qu'on annonce comme ça de manière aléatoire. Voilà, on va dire c'est certifié. Donc voilà, chaque enfant, chaque jour, mange en volume dans son assiette, en tout cas sur son plateau, 56% de produits. Donc, en fait, on a une question de Valentin qui demande si vous proposez différentes gammes à vos clients, savoir uniquement du bio, uniquement de saison. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde ou finalement vous avez une offre généraliste que vous distribuez auprès de vos clients? Non, en fait, chaque typologie est un peu différente. Quand on parle d'un bébé en crèche, d'un moyen, d'un grand ou d'un collégien ou d'un lycéen, les attentes ou les besoins ne sont pas forcément les mêmes en termes de nutrition. Mais en tout cas, les approvisionnements sont les mêmes pour tous. Voilà, le produit soit bio ou qu'il soit de saison, il est accessible à tout le monde et sur la même panel en fait. Il n'y a pas de ségrégation. Il n'y a pas de ségrégation où nous, on n'apporte pas plusieurs solutions. De dire par exemple, vous avez le choix dans les menus à 20% de produits bio ou 40%. Non, c'est suffisamment compliqué comme ça. C'est nous qui faisons le choix. C'est nous qui faisons aussi les différentes structurations. Donc, grâce à nos diététiciennes aussi, c'est pas simple. Aujourd'hui, sur une journée de production, par rapport au panel et la typologie de clients que nous avons, ça représente à peu près une cinquantaine de fiches de production. Je veux dire 50 recettes différentes par jour. En plus, on a les typologies qui sont liées aux enfants, enfin aux adultes, qui mangent donc sans porc, sans viande. On a aussi le sans poisson. D'accord. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, on sait que les enfants peuvent parfois être compliqués à satisfaire au niveau des repas. Or, on voit bien que c'est un parti pris pour vous, que vous avez souhaité vous positionner vraiment sur ce segment-là pour, j'imagine aussi, éduquer les enfants dans l'approche alimentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez réconcilié cette notion de produits locaux de saison et donc légumes avec cette clientèle d'enfants et comment vous gérez l'anti-gaspi, même si c'est pas vous directement parce que vous livrez les repas, mais quels sont les retours des clients par rapport à ça? Bon, alors ça, c'est un vaste sujet. Le goût des enfants, les enfants, en fait, c'est pas compliqué. À partir du moment où nous, en tant qu'adultes, il faut raisonner aussi avec des palais d'enfants de temps en temps lorsqu'on met en place des recettes. Et surtout, ce qu'on a souhaité mettre en place tout de suite, c'est aller vers les enfants pour discuter avec eux sur les produits qu'ils ont du mal à consommer ou sur des recettes que nous,
nous paraissait bien et adapté, et en fait, on ne comprend pas pourquoi les enfants ne le mangent pas. Alors, si on va les rencontrer et leur demander pourquoi, on arrive à trouver, pas les combines, mais en tout cas adapter les recettes qui vont faire que le goût de l'enfant va être adapté, ou que la recette va être adaptée au goût et au palais de l'enfant. Voilà, l'objectif, ce n'est pas de faire que des produits que les enfants vont aimer, les nuggets, les cordons bleus, etc. Hein, je ne les cite pas tous, mais nous, on a enlevé ces produits-là de nos menus, bien évidemment, et l'objectif, c'était de faire manger aux enfants des produits simples. Tu m'entends? Oui, oui. Oui, de faire manger des produits simples, des produits sains, oui, mais des produits simples. Donc, c'est pour ça que le fait d'avoir élaboré beaucoup de recettes avec les enfants, donc les intégrer aussi au choix des menus et des recettes, facilite le fait qu'aujourd'hui, les enfants mangent de tout. Voilà, les épinards, c'est devenu le légume vert numéro 1. C'est quelque chose qui n'était pas gagné. Les potages, c'est une tuerie. Les soupes, les enfants, ils adorent ça. Ils adorent ça. L'avantage de la soupe, par exemple, c'est qu'ils aiment bien. C'est un produit que les enfants mangent facilement. Et inconsciemment, en fait, ils impriment dans leur petit cerveau le goût des légumes. Ce qui fait que de fait, derrière, les légumes, c'est quelque chose qu'ils connaissent, un goût qu'ils connaissent. Et quand c'est bon et que c'est bien cuisiné, il n'y a pas de gaspillage. Alors justement, effectivement, pas de gaspillage. Est-ce que tu peux nous redonner, on parlait en préparant de l'exemple de La Roche. Oui, sur la communauté de communes du Pays Rochois, effectivement, nous avait dit ce qui serait pas mal, maintenant que vous avez le contrat, on va se laisser passer la rentrée et puis on verra pour la Toussaint, juste après les vacances de Toussaint, de faire une petite pesée des aliments pour voir ce qui est jeté, pour voir si derrière on met en place une opération anti-gaspillage. Voilà. Donc, la rentrée s'est effectuée, effectivement, et puis le petit bilan à la Toussaint. Tout de suite, les élus et les agents de restauration nous ont dit écoutez, ça ne sert à rien de faire quelques pesées ou quelques études, puisque de toute façon, le budget sac poubelle, il est réduit à zéro. Les enfants trouvent ça très bon, les enfants se sont tout de suite adaptés à la nouvelle restauration, la nouvelle entre guillemets, en tout cas à notre restauration. Et voilà, donc on a exclu tout de suite le fait d'aller faire des pesées. Alors, ce n'est pas du 100%. Hein. Aujourd'hui, il y a encore des produits, bien qu'à chaque fois, on essaye de recaler nos différents menus de manière à ce qui était mal maîtrisé le soir, la fois d'après. Voilà, globalement, aujourd'hui, on ne jette rien. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi le fait, il faut de bons produits, il faut les cuisiner correctement, adapter les recettes pour les enfants, mais il faut aussi qu'il y ait un accompagnement. Alors, sur les sites, les structures de distribution, sur les restaurants scolaires notamment, et que les agents de restauration soient alors, ou formés ou pas, parce que certains sont déjà très… en fait, une maman, c'est distribuer un repas pour les enfants. Et après, voilà, nous, il y a surtout la méthodologie pour réchauffer les plats. C'est important d'expliquer aussi aux gens qu'on ne va pas réchauffer un filet de poisson ou une viande blanche, qu'on va réchauffer un bœuf bourguignon, par exemple, ou une purée ou des haricots verts. Chaque plat, chaque produit doit être réchauffé différemment. Donc, on amène beaucoup de formations à ce niveau-là et aussi dans l'accompagnement au niveau du dressage et comment les enfants comment le plat va être servi dans l'assiette. C'est-à-dire que nous, notre devoir n'est pas simplement de livrer des repas, il est aussi d'aller jusqu'au bout avec les agents de restauration qui sont là aussi pour servir les enfants. Et alors justement, donc on est sur cette logique de boucle vertueuse que vous mettez en place. Donc on a parlé de l'anti-gaspi, c'est-à-dire comment on évite le gaspillage évidemment alimentaire sur la fin des repas. Mais il y a aussi toute la partie logistique, c'est-à-dire que comme vous êtes évidemment une entreprise de logistique puisque vous livrez des repas tous les jours, comment ça se passe en termes d'emballage voilà de toute cette… Est-ce que c'est de l'emballage unique ou comment vous mettez en place des choses pour être aussi vertueux sur cet aspect-là? Voilà, alors on privilégie l'emballage collectif. Donc pour ce qui va être du plat chaud notamment, ce sont des plats inox, on appelle ça des plats gastronormes. Ils ont une taille qui est bien définie, donc en inox pour être réchauffé dans des fours. Et tout ce qui est périphérique, donc les entrées, les fromages et les desserts, on a des bacs gastronormes également, mais qui sont en PVC, un petit peu des grosses boîtes Tupperware. Voilà, et ces deux types d'emballage sont récupérés le lendemain sur les sites pour être renettoyés et désinfectés sur nos structures pour être utilisés ad vitam aeternam. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Après, on a des petits emballages, notamment pour les portages à domicile. Pour les petites structures, les petites crèches, les micro-crèches aussi, on va plutôt privilégier les petits emballages barquettes. Alors, nos barquettes sont en cellulose, donc soit recyclables en filière Tetra Pak, soit compostables. Le film qui vient dessus, c'est un film à base d'amidon également, qui lui est 100% biodégradable. Voilà, on exclut tout ce qui était plastique de nos circuits de distribution.
Donc, ça veut dire qu'il y a un peu par contre, de pédagogie à faire pour les clients des barquettes pour savoir que c'est compostable ou recyclable et tout à pas fait. jeté à la poubelle. Mais voilà, au départ, lorsqu'on a créé l'entreprise, on utilisait très, très, très peu parce qu'on avait accès uniquement à des barquettes plastiques. Ça n'existait pas encore, les barquettes cellulose. Donc, le changement s'est opéré au fur et à mesure, au fil du temps. Et bien évidemment, oui, les clients sont alertés et au courant de tout ce qui s'améliore. Alors peut-être Michel, pour le dernier point pour bien comprendre du coup toute votre logique éco-responsable, c'est évidemment, on a parlé de 140 salariés, c'est quand même conséquent. Vous avez un joli chiffre d'affaires sur ces 12 années d'expérience. Oui. 140 salariés, le secteur de la restauration, on sait que c'est un secteur tendu. Comment ça se passe en termes de ressources humaines? Comment vous faites pour du coup trouver ces salariés, peut-être pour les former? Voilà, quel est un peu le profil, la philosophie de management que vous avez au sein de l'E3? Oui, c'est important d'aller rapidement vers la fidélisation de nos équipes. Alors, c'est vrai que quand on démarre son entreprise, la vision économique, elle a beaucoup d'importance, mais il faut aussi ne pas vouloir trop l'axer sur la partie rentabilité. Il faut être capable, dans une structure qui démarre, enfin, en tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait, d'avoir des petites marges, hein, même si rapidement, globalement, on a à peu près 2 à 3% de marge nette après impôt chaque année. L'objectif, ce n'est pas forcément d'utiliser cette marge pour verser des dividendes aux actionnaires. Enfin, nous, les actionnaires, ce n'est pas compliqué, hein. C'est Jean-Rémy, Chris, Laurent et moi. Donc, voilà. Donc l'objectif, c'est plutôt de remettre tout l'argent qu'on a pu gagner à chaque fois dans le réinvestissement. L'investissement, ce n'est pas que dans le matériel, c'est aussi dans les équipes. Pour avoir suffisamment de personnes pour pouvoir travailler sereinement. Dans une équipe, lorsqu'il y a 14 personnes, s'il en faut 15, on en met 15. On ne va pas dire plutôt, on va essayer de tirer pour n'en avoir que 12. Ce n'est absolument pas notre philosophie. Donc voilà, et ensuite, je dirais qu'en termes de rémunération, il faut aussi, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a la Suisse juste à côté. Les salaires de la Suisse ne sont pas ceux qu'on peut avoir en France. Mais bon, voilà, chez les trois aujourd'hui, le plus bas salaire, si je peux m'exprimer ainsi, il est 10% au-dessus du SMIC. Donc, on a souhaité aussi valoriser un maximum, en tout cas, tant que les moyens, ou avec les moyens, nos équipes, que ce soit en termes de salaire, de rémunération, mais aussi au travers d'une mutuelle qui est égalitaire pour tous. Chacun dans l'entreprise a la même mutuelle, il n'y a pas de… Globalement, normalement, dans les boîtes, si j'ai mon souvenir, c'est plus on a un gros salaire, mieux on a une belle couverture. Ce qui, normalement, devrait être plutôt l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de rééquilibrer tout ça chez nous, avec une prévoyance qui va bien aussi, et puis des petits cadeaux quand on peut se le permettre de temps en temps aussi. Est-ce que tu as le chiffre, le turnover que vous avez annuel? Est-ce que tu as une idée du chiffre que ça représente? Ah là, je suis désolé, la partie RH, c'est plutôt Jean-Rémy. Ça marche. Même si je suis quand même aussi de près. Non, on a très faible turnover, même si des fois, on n'aime pas voir les gens partir, et il y en a qui partent quand même. Et aussi, il faut accepter que les gens aient voir aussi ailleurs. C'est tout aussi bien aussi. Hein. Alors peut-être avant de passer aux parties économiques, parce que ça fait un bon pont sur le business model économique, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait une question notamment en termes d'outils, c'est quelque chose qu'on… Ouais, c'est très bien, parce que l'outil, il est lié aussi j'allais dire, à la partie ressources humaines. On attache beaucoup d'importance à l'outil. Je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais venir, mais… C'était pas là-dessus, mais c'est intéressant d'en parler. Je le dis parce que je voulais le dire juste avant. Non, mais l'outil, enfin voilà, le confort au travail pour nos équipes, il est primordial. Je profite de cet instant pour le dire parce que moi, je suis cuisinier, j'aurais aimé cuisinier aussi. Enfin, nous sommes des cuisiniers, on sait le besoin que peut avoir un cuisinier, ou en tout cas une personne qui travaille, tout simplement, qui travaille dans une équipe, dans une cuisine. C'est aussi pour ça qu'on a dessiné un peu des cuisines un peu à notre idée, à notre mesure. Et voilà, et l'important, je lance un appel aussi en même temps à mes collaborateurs s'ils écoutent, s'il y en a qui sont là, voilà, ne pas hésiter à demander s'il y a des besoins particuliers en termes de machines, en termes d'outils, etc. On est très, très à l'écoute de ça et on a à cœur à chaque fois de pouvoir mettre en place des outils qui correspondent aux besoins des équipes. C'est très important. Ok. On a une question donc de Karim qui demande comment vous évaluez vos impacts positifs sur l'environnement, la société, sur les collectivités, sur les fournisseurs. Tu parlais d'un organisme qui certifie le fait que ça soit bien bio chez vous, Ouais. mais est-ce que vous avez aujourd'hui mis en place un système de mesure? Alors oui, tout à fait. On a plein de systèmes de mesure.
Justement, on est allé pour avoir un petit peu de renfort, ce qui était compliqué aussi, mais en tout cas, ça permettait d'avoir beaucoup d'étalonnage. On est allé chercher la certification ISO 14001 en 2014. Voilà, ce qui nous a permis de devenir un peu plus, je dirais, des professionnels de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. C'est-à-dire, c'est l'acter, le noter. Et puis aujourd'hui, on a des ratios, on a beaucoup de choses qui ressortent qui sont liées à ça. Mais vraiment, pour nous, c'était une volonté forte aussi d'aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, ces labels, cette norme, est-ce que c'est quelque chose qui vous est demandé lorsque vous répondez au marché public, à délégation du service public ou ce genre de choses? Alors, ce n'est pas spécifiquement demandé, mais en tout cas, c'est un réel plus, effectivement. Qu'est-ce que vous faites pour le développement durable? Déjà, on est certifié ISO 14001. Donc, non seulement on le dit, mais on a la preuve que tout ce qui est écrit dans nos différentes démarches, c'est respecté. Non seulement c'est respecté, mais en plus, ISO 14001, c'est une boucle sans fin. C'est-à-dire que chaque année, une année qui se termine, c'est une nouvelle page qui se tourne, avec d'autres objectifs, d'autres engagements. Et ça nous oblige aussi, et c'est un bien, à être sans cesse dans un système de perfection et d'amélioration. Cette labellisation à la norme ISO 14001, tu as une ordre d'idée de coût que ça a pu représenter pour la société? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est des choses inatteignables pour le commun des mortels. Alors, ça a un coût, mais en contrepartie, il y a des retours. Le coût, globalement, il faut compter entre 20 et 25 000 euros par an. Chaque année, on repaye à nouveau la certification. Mais en même temps, toutes les économies qui peuvent être faites justement suite à leurs conseils, parce que ce sont aussi des conseillers, sur toutes les économies d'énergie. Lorsqu'on a créé l'atelier de Chautagne, il y a beaucoup de choses de manière à être en lien et en phase avec la 14001, ce qui nous permet de faire des économies liées aux panneaux solaires qu'on a pu installer pour la production d'eau chaude, aux certains systèmes d'isolation. Le fait dans nos cuisines de mettre les chambres froides congélateurs, par exemple, entre deux frigos, ça permet déjà aussi d'avoir une économie d'énergie. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont liées à cet ISO 14001 qui permettent, malgré que ça coûte d'un côté, d'avoir des économies de l'autre. Alors, je ne dis pas qu'on est à zéro, on n'est pas à l'équilibre, mais en fait, on est en phase avec nous-mêmes. C'est important aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie éco-responsabilité ou Alors, on passe au côté business? On peut passer sur la partie business. Alors, si on passe sur la partie business, je voudrais juste lancer un petit sondage auprès de nos participants qui est le suivant. Lancer le sondage. Est-ce que s'approvisionner en local et en partie bio pour une entreprise de restauration collective, sur l'exemple de l'E3 qu'on a bien compris maintenant, est-ce que pour vous, ça coûte plus cher que de s'approvisionner avec des produits traditionnels? Est-ce que ça coûte le même prix? Est-ce que ça coûte moins cher? C'est parti. J'en profite de ce petit interlude pour dire que les questions qui sont encore en cours, on va évidemment y répondre, mais on attendait d'avoir la partie économique et arriver dans le focus éco. On a 70% de votants, on n'est plus très loin. Je laisse encore 10 secondes. Allez, fin du sondage. Normalement, je dois pouvoir l'afficher. Partager les résultats. Donc, il y a 26% qui pensent que ça coûte plus cher. Il y a 57% qui pensent que c'est pareil, ça revient au même que s'approvisionner avec des produits traditionnels. Et il y a 17% qui pensent que ça coûte moins cher. Est-ce que, Michel, tu peux nous donner une réponse par rapport à ça? Alors moi, j'ai mis pareil. Même si des fois, ça peut coûter un petit peu plus cher ou des fois un peu moins cher. Ça va dépendre des années parce qu'on a quand même affaire à des producteurs. Et la nature, des fois, elle est sympa, des fois, elle est moins sympa. Il y a des aléas. Nous, en ce qui nous concerne, je dirais que c'est équivalent par rapport à une société de restauration qui bénéficie de produits d'agroalimentaire. En termes de coût matière, on est à peu près sur de l'équivalence, voire même un petit peu moins cher. À partir du moment où on travaille en circuit court, le fait de s'approvisionner en direct, on a des produits qui restent quand même abordables. Est-ce que tu peux nous donner un pourcentage de ce que ça représente, le coût matière? Est-ce que c'est quelque chose qui est communicable ou pas? Le coût matière chez nous, il est en moyenne à 1,80 € sur l'ensemble des repas, ce qui représente un peu plus de, je crois qu'on est aux alentours de 35 ou 36%. Ok. 36% des chiffres d'affaires. Ça marche. Ça, c'est quelque chose, on a une question de Serge pour commencer cette partie économique, qui est de comment vous faites pour gagner des parts de marché par rapport au gros du secteur. On pense à des institutionnels comme Sodexo, par exemple, sachant qu'eux aussi se mettent au bio et à la consommation raisonnée, à l'approvisionnement raisonné. Oui. En fait, si je reformule, il y a aussi un côté
finalement, si ça coûte pas plus cher que c'est plus vertueux, pourquoi le modèle Les Trois n'est pas plus développé et n'est pas plus pris en main par les gros du secteur, quoi. Même si... Alors, on est un petit peu plus cher quand même que nos concurrents, hein. Globalement, on est à peu près 15% plus cher que les autres. Le fait d'être plus cher s'explique par non seulement c'est pas les produits, mais c'est la main-d'œuvre. Comme je le disais tout à l'heure, hein, nous, en cuisine, nos cuisiniers cuisinent, donc on a forcément un peu plus besoin de main-d'œuvre. La différence sur nos prix de vente, elle est liée à la masse salariale. Alors, si je vais au bout de cette logique-là, si tu es en réponse à appel d'offres, puisque tu as 85% de public, ça veut dire que les marchés auxquels tu réponds ne sont pas à 100% sur le prix. Ou en tout cas, ceux que tu gagnes privilégient peut-être aussi l'aspect local ou bio. Oui, certains mettent 50%, enfin que le prix est important, son importance à hauteur de 50%, certains 40%, d'autres 30%. Et c'est vrai que lorsqu'on répond à un appel d'offres, que nous, le prix a pour référence 30%, globalement, on passe haut la main. Après, le prix, effectivement, le prix, c'est cher ou c'est pas cher. Qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher? Le pas cher qui part à la poubelle parce que les enfants ne mangent pas. Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt. D'autant plus que nous, nos prescripteurs, ce sont quand même, pour la plupart du temps, des élus. Et le fait de savoir que nous, on travaille avec leurs producteurs, avec leur économie, avec l'économie locale, ça a quand même aussi son pesant de cacahuètes, mais oui. En tout cas, c'est quand même important. La plupart des producteurs, leurs enfants sont aussi dans les écoles. Enfin voilà, ça crée quand même une osmose et un lien qui encore une fois, changé de bon sens. Alors, du coup, je reviens sur la question pourquoi les gros. Donc, tu nous dis on est quand même 15% plus cher que les gros, mais qu'est-ce qui fait voilà, c'est quoi l'avantage concurrentiel que vous avez finalement? Oui. De toute façon, bon, ce qui est sûr, c'est que 12 ans après, on est toujours là. Donc, on est sur le même marché qu'eux. Donc, en fait, le choix qu'on a fait, il était quand même plutôt bon. Voilà. Ce qui fait qu'on est choisi aujourd'hui par rapport à certains, je crois que c'est ce que je viens de dire, c'est cette proximité et le fait de travailler et de développer un circuit économique local. C'est aujourd'hui ce qui fait notre force, hein. Les communes ont des producteurs, les producteurs travaillent avec les trois, et les trois servent les enfants de ces communes. Ça paraît tellement évident que voilà, aujourd'hui la différence elle est là. Les clients viennent voir nos cuisines, on fait journée porte ouverte toute l'année, ils voient les produits qui transitent, ils voient les équipes comme elles travaillent, ils voient la banane qu'ils peuvent avoir. Et voilà, du coup on se dit mais travailler avec les trois c'est bon pour tout le monde, quoi. Il n'y a rien qui peut freiner. Ce n'est pas ces 15%. 15%, ça peut représenter 20, 30 à 50 centimes par repas. Ça paraît beaucoup, mais c'est 4 repas par semaine. Donc, c'est 2 euros par semaine. 2 euros par semaine, même si pour certains, ça peut paraître quand même cher. Pour avoir une qualité de prestation dans l'assiette et un réel investissement pour la santé des enfants, franchement, 2 euros par semaine, maximum. Hein. Je parle sur la partie repas. Pas sur les frais d'exploitation, etc. qui vont avec. Aujourd'hui, vous vous retrouvez souvent en face justement de ces gros ou Tout le temps, sur chaque marché, oui, tout à fait. Oui, ils sont présents. La Haute-Savoie bénéficie d'une belle densité de population. Et donc, franchement, les sociétés de restauration sont toutes présentes sur les pays de Savoie. Hein. Et vous, d'ailleurs, vous avez un travail de sensibilisation auprès, donc, vous disiez 85% de personnes, enfin de clients publics. Vous avez un travail de sensibilisation politique par rapport à ce que vous faites? Je dirais que ça s'est fait un peu de fil en aiguille et de bouche à oreille. Hein. Les élus, entre eux, se connaissent, se questionnent. Les premiers qui n'ont pas fait le choix de travailler avec nous les premières années sont renseignés auprès de ceux qui avaient fait le choix de travailler avec nous. Et puis, bon, ils ont bien vu comment ça se passait. Donc, forcément, au bout au bout de 2-3 années de fonctionnement, les preuves étaient faites. Et puis les élus se disent, oui, on a tout intérêt à travailler avec une structure comme les trois. Ils sont là, ils sont à côté, on les connaît, on sait qui c'est, on sait avec qui ils bossent. Il y a une telle transparence aussi, et je crois que c'est ce que les gens entendent. Que ce soit les consommateurs ou les parents ou les élus, c'est cette transparence aujourd'hui qui fait notre force, hein, clairement. Dans la partie éco-responsable, alors 12,5 millions d'euros, c'est déjà énorme pour un acteur local, mais versus les géants du marché, est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer les trois qui aillent attaquer propose ce service et ce concept au niveau national pour pouvoir apporter au plus grand nombre ce savoir-faire, cette qualité dans l'assiette et ce bien-être, cette structuration économique?
Et c'est quoi votre périmètre d'action si ce n'est pas du national? Aujourd'hui, notre vrai périmètre d'action, il est sur les pays de Savoie et sur une partie de l'Ain. Voilà, c'est là où on est réellement positionné. Aujourd'hui, bon, on refuse des repas depuis 2 ans, hein. On a été quand même pas mal sollicité sur le sud du bassin chambérien aussi. On est présent depuis la Chautagne, ce qui fait un petit peu loin, donc on a pour objectif de se positionner sur ce secteur, pour d'ouvrir une 3e cuisine centrale là-bas d'ici, on l'espère, 1 an. C'est vrai que cette période actuellement n'est pas propice au développement. Pour poser Avec de nouveau 7000 repas? Oui, tout à fait. Oui, oui. Okay. L'écosystème est le même à chaque fois, hein. Ce qu'on a créé à La Roche, on a redéplacé l'écosystème en Chautagne, avec les fournisseurs de proximité, même cuisine, même fonctionnement. Et là, on va faire la même chose, de manière à pouvoir délester un petit peu la cuisine de Serrières sur cette partie lointaine, pour pouvoir se reconcentrer sur du local qui demande aujourd'hui à être servi, mais qu'on ne veut pas fournir. Voilà. Et du coup, ça permettrait de remettre en phase nos 3 cuisines centrales, de manière à regrouper et puis être mieux implanté sur les 2 départements. Voilà. Avec, encore une fois, les saisons, cet outil agroculinaire nous permet de se positionner vraiment sur le marché de la restauration collective, aussi bien en amont qu'en aval, sur la distribution vraiment de produits issus des pays de Savoie. Du coup, là, c'est vraiment un gros travail de fond avec tous les producteurs. Du coup, en local, Michel, vous avez déjà des concurrents qui font un peu la même offre et ailleurs en France? Il y a quelques Concurrents, petites structures confrères. qui existent, oui. On a plein sud restauration, des collègues qui sont sur la Drôme, Drôme-Ardèche, du côté de Valence, qui font un petit peu ce que l'on fait. On se côtoie, on s'apprécie d'ailleurs et puis on s'entraide. Après, non, il n'y a pas beaucoup de structures qui font. Alors, certains, beaucoup sur le papier, ils le font tous, hein, bien évidemment. Mais en vrai, dans la vraie vie, non, non, non. Alors justement, en termes économiques et de business model, comment on pourrait faire, comment vous pourriez faire pour justement développer ce modèle? Ben là, voilà, effectivement, on a un vrai modèle économique qui existe. Ce que je dis économique, c'est en fait qui marche. Parce qu'à un moment donné, il faut que la réalité économique elle soit en face et en phase aussi, hein, sinon ça ne dure pas longtemps. Et nous sommes contactés par des agglos, par des départements qui souhaitent voir un peu sur leur département, sur leur agglo, une mise en route d'un système tel que nous on l'a conçu. Et donc on est prêt maintenant alors pas forcément à faire, mais plutôt à faire faire. Donc effectivement, d'aller rencontrer d'autres partenaires sur d'autres départements pour leur montrer le potentiel qui peut exister sur les autres départements, parce qu'il existe partout, hein, il n'est pas que en Haute-Savoie. Alors effectivement, il y a un petit peu de savoir-faire et nous, on a à cœur de le partager. Est-ce que demain, c'est vraiment d'aller faire faire dans d'autres départements. Dans le faire-faire, c'est des activités, on va dire, de consulting que vous vendriez à ces personnes-là. Est-ce que vous avez déjà pensé à avoir un système sous franchise quelque part? Oui, ça pourrait être une franchise. Mais pour aller plus vite, parce que je pense qu'il y a quand même urgence, il faut absolument je pense qu'en plus, avec la période actuelle, les gens vont le comprendre, que la proximité, elle a beaucoup de sens. Et sans exclure, encore une fois, tout ce qui se passe un petit peu autour. Hein, voilà. En tout cas, la proximité, elle a beaucoup de sens, elle prend beaucoup de sens actuellement. Et demain, que les enfants, notamment, enfin, ne serait-ce que déjà les enfants, dans les écoles, mangent des produits qui sont issus de proximité de chez eux, ça paraît tellement évident, et ça paraîtra encore plus évident demain. Et je crois que maintenant, il faut y aller. Et le coronavirus va accélérer ce process. Alors justement, pour bien comprendre et le périmètre d'action, vous, dans tous les cas, c'est Savoie, Haute-Savoie et limitrophes, mais c'est ça qui a du sens pour vous par rapport à l'écosystème que vous avez créé. Et ensuite, c'est des écosystèmes qui doivent se recréer autour d'agglomérations, hein, c'est bien ça? C'est ça. Après, nous, on ne veut pas être exclusif sur un département ou sur 2 départements, sur une région, peu importe, hein. Je pense qu'il faut de la place et il y a de la place pour tout le monde. Simplement, voilà, nous, notre système vertueux qui est le nôtre, on a envie de le partager. Parce que pour nous, il est chargé de bon sens et il est plutôt bon. Ok. Merci Michel. Tu as commencé à ouvrir sur ce qu'on traverse en ce moment et c'est aussi évidemment un du sujet qui nous intéresse forcément. Peut-être avant de poser la question de quel enseignement ou comment toi tu vois les choses sur ce post-crise, c'est déjà savoir comment va l'Étroit dans ce contexte-là et où vous en êtes et qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, les trois souffrent, bien évidemment, mais bon, globalement, les 3 va bien. Le moral des troupes est plutôt bon. Je pense que c'est à nous aussi de donner cet influx. Voilà, donc notre activité a été réduite de à peu près 96%, allez, je vais être gentil, 94%.
80, ouais, on va dire qu'aujourd'hui, on tourne à 7% de notre activité quotidienne, enfin habituelle. Voilà, on a la chance de pouvoir maintenir une activité, c'est bon aussi pour les équipes, c'est tant mieux aussi pour les personnes qui en ont besoin, notamment les portages à domicile, avec qui on continue cette activité. On a aussi répondu à des structures qui sont restées ouvertes pour justement pouvoir faire de la garde d'enfants de personnes réquisitionnées. Et puis aussi, on est plutôt fiers, hein, même si ce n'est pas forcément le mot qu'on peut employer aujourd'hui. Mais voilà, on a répondu de manière positive à la demande des hôpitaux d'Annecy-Genevois, donc l'hôpital d'Annecy et de Saint-Julien, et puis du Châle, l'hôpital Alpes-Léman de Contamine, pour en fait proposer de la nourriture chaque jour au personnel. Alors, aujourd'hui, ce qu'on met en avant souvent les personnels soignants, mais pas que, c'est tous les personnels opérationnels des hôpitaux. Voilà, donc aujourd'hui, on fabrique, en plus de nos 800 repas, on va dire classiques, qu'on fabriquerait aujourd'hui, on a à peu près 2000 repas par jour avec ce lien avec les hôpitaux. Et franchement, on est fiers de pouvoir aussi faire partie de cette partie solidaire actuelle. Ouais, et bravo pour ça, parce qu'effectivement, dans le contexte qu'on vit actuellement, ça a, j'imagine, beaucoup de sens et beaucoup d'importance pour eux. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça qu'on accorde beaucoup d'importance et que nos équipes en sont fières aussi de pouvoir chaque jour cuisiner pour ces gens qui en ont réellement besoin. Et alors, donc, ils cuisinent chaque jour pour ces personnes-là, mais il y a aussi une initiative qui est menée avec les chefs étoilés Oui, de Haute-Savoie et qui, du oui. coup, utilise un peu en avance de phase ce fameux labo R&D dont tu nous parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter là aussi en 2 mots cette initiative? Ben oui, on était contacté par Alexis Olivier, que certains connaissent hein, sur la lutte Mont Blanc, etc. Ben, c'est un bonhomme qui est super et puis qui en fait a motivé quelques troupes, notamment des chefs étoilés, qui aujourd'hui, hélas, ne travaillent pas, pour justement proposer le dimanche des repas ou quelques repas pour les personnels soignants, mais aussi, encore une fois, pour les autres. Et nous, comme on fournissait l'hôpital du Châle le dimanche, puisque l'hôpital d'Annecy, de Chambéry, pour le moment, on fait le choix de ne pas ouvrir le dimanche, et donc c'est cuisiné par des chefs qui sont sur site là-bas. Donc nous, on a 5 chefs qui sont venus, qui viennent déjà depuis 2 semaines, pour préparer avec nous et finaliser les repas du dimanche, pour pouvoir les livrer à l'hôpital du Châle. Voilà, donc hier, on a fabriqué pour dimanche avec eux 350 repas pour dimanche, qui est un jour un peu particulier, c'est le dimanche de Pâques. Donc, on a fait le fameux agneau pascal avec une petite printanière de légumes. Enfin voilà, donc, nous, nos équipes préparent les cuissons. Les chefs viennent dans notre laboratoire, donc effectivement à Saint-Pierre, chez les Saisons, pour finaliser les recettes, faire la petite mise en barquette, parce qu'il y a quand même une difficulté. Il ne faut pas faire n'importe quel plat, parce qu'on sait que derrière, c'est mise en barquette. Et derrière, c'est peut-être pas 100%, mais 90% réchauffé au micro-ondes. Donc, il faut aussi avoir cette idée-là dans la mise en place de la recette. Ouais, mais en tout cas, on a passé déjà 2 super journées avec ces chefs qui ont un gros cœur. Et alors, pour rebondir sur le côté local, on parle forcément pendant cette crise, hein, le côté approvisionnement, on en a beaucoup entendu parler, la grande distribution qui s'est engagée à acheter aux agriculteurs français, etc. Est-ce que vous, du coup, vous avez des problèmes d'approvisionnement? Alors, on a bien compris que la voilure est complètement réduite hein, quand on est à 94% d'activité. J'imagine que on vos n'a que besoins… 7%. Voilà, 93%, merci, de réduction de voilure. On a évidemment moins de besoins. Mais quel est ton regard par rapport à ça et tes besoins en termes d'appro? Oui, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que nous, les producteurs, la quantité est plutôt réduite. Hein. Aujourd'hui, ils souhaiteraient plutôt vendre davantage. Donc, la problématique, elle est là, sauf que aujourd'hui, le marché, c'est un peu restreint. Donc, il faut être capable de pouvoir, pour certains, freiner la production. Alors, la partie maraîchère, pour le moment, on a un petit peu de chance parce qu'on est vraiment sur une période, en tout cas un pays de Savoie, où il n'y a pas grand-chose qui est à récolter aujourd'hui. Donc là, ça va. La problématique, elle est sur les filières laitières. Donc là, on a travaillé avec la FTALP, qui est l'association qui défend les fromages des pays de Savoie, et toutes les filières laitières, pour déjà se projeter sur la reprise. Alors, déjà, effectivement, consommer beaucoup plus de fromage, consommer un peu de fromage issu des filières actuellement. Alors, déjà, nous, dans nos menus, si je prends l'exemple du fromage, même si on a un produit laitier dans le menu, on rajoute systématiquement un fromage à la coupe, ce qui permet aujourd'hui de passer de 2000 portions de fromage à la coupe, même si ce n'est pas grand-chose, c'est toujours ça, sur nos repas.
Voilà, donc le contexte est un peu compliqué, pourvu que ça ne dure pas trop longtemps. Et derrière, il faudra vraiment faire gaffe. C'est pour ça qu'il faut déjà travailler dès maintenant avec les producteurs pour savoir comment pourra être demain. Et alors justement, quel est le niveau d'échange que tu as à ce niveau-là et c'est quoi ton regard au-delà de ce travail avec les producteurs un peu post-crise? C'est quoi ta vision? Ben, nous, déjà, notre première vision à nous, enfin notre première obligation, c'était déjà de préparer nos menus d'éventuelles rentrées. Et au travers de ces menus-là, ça va générer des quantités auprès des producteurs. Donc ça, on est en train de le finaliser. La difficulté, c'est de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter et quand est-ce que ce sera la reprise. Donc, du coup, on a nos menus qui sont déjà en place, qui vont se dérouler de manière normale. On sortira le menu de reprise quand sera la reprise. Et là, vraiment, on aura une force d'attaque sur des produits. Alors, on sait que toute la filière laitière, il va y avoir une grosse demande. Alors, je ne dis pas qu'on va faire que des menus avec des plats à base de lait ou de produits laitiers. En tout cas, ce sera important de répondre à leur souffrance. Les races à viande, c'est pareil, c'est un petit peu en stand-by, donc ça c'est un petit peu moins compliqué, même si certaines bêtes doivent être abattues quand même. Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple. Il faut vraiment travailler aussi en vraie relation avec tous ces producteurs. Avec les trois, vous étiez vous êtes précurseur sur ces marchés-là. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle du coronavirus, vous commencez à ressentir des demandes plus importantes sur vos solutions pour, en fait, globalement, est-ce qu'il y a un changement de mentalité de la part des donneurs d'ordre? Je pense que le changement de mentalité, c'est déjà opéré, en tout cas sur les donneurs d'ordre qui ont fait le choix de travailler avec nous, parce que je pense qu'ils étaient déjà un petit peu avant-gardistes dans cette démarche. Alors pour les autres, effectivement, ça va s'enclencher, c'est sûr, hein, c'est sûr, on le sent. On le sent, aujourd'hui, les gens ont besoin de retrouver des vraies valeurs humaines, et à mon avis, elles passent aussi par la proximité. L'écoute, le respect des gens, enfin voilà, c'est des vraies valeurs, des choses saines. J'ai du mal à parler de ça, mais voilà, humblement, c'est couillon, mais on va retrouver, j'espère, on va retrouver les vraies valeurs des gens dans les échanges. Quelqu'un qui demain vous appellerait en disant j'aimerais reproduire votre business model, en combien de temps on pourrait délivrer une solution comme les trois en Bretagne par exemple? Alors ça va dépendre de ce qui est mis en place, ça va dépendre des structures existantes. Mettons qu'il n'y a rien. On est en Bretagne et il n'y a rien. Il y a que des terrains. Il faut compter 2 ans. Pour être serein, 2 ans et on distribue des repas s'il n'y a rien. Hein. L'agriculture existe, mais bon, je dis 2 ans, c'est parce que le plan de la cuisine, le montage de la cuisine centrale et sa distribution, ça peut se faire en 1 an et demi. Nous, c'est ce qu'on a fait la première année. Mais globalement, il faut compter 2 ans. En 2 ans, c'est parti. S'il n'y a rien. Donc, autant dire s'il y a déjà des choses existantes, ce qui vraisemblablement est le cas, je dirais qu'aujourd'hui, si on était en période normale, pour la rentrée de septembre, ça peut être mis en place. Du coup, peut-être on a encore 2 petites questions pour terminer l'interview et prendre les éventuelles questions qu'on n'aurait pas prises encore. La première, c'est est-ce qu'il y a, du fait du confinement, une action que tu as fait et que tu n'aurais pas fait sinon? Ou alors, en fait, tu es happé par le travail et ça n'a pas changé ton quotidien? Ah, c'est une question. Alors, celle-là, je ne l'avais pas préparée. Hein. Pour les autres non plus, mais. Non, je pense, mis à part le fait que ça renforce mes convictions, nos convictions, parce que je ne suis pas tout seul dans l'entreprise, faire des repas pour les hôpitaux, on ne l'aurait pas fait, puisque ce n'est pas notre filière de distribution. C'est-à-dire que ça serait peut-être un futur marché, peut-être? Voilà, les saisons se positionnent vraiment sur le marché des hôpitaux. Un hôpital demain, pour sa cuisine, qui veut des légumes frais, prêts à cuisiner, je dis bien prêts à cuisiner, des pays de Savoie, il a juste à appeler les saisons. C'est pas compliqué. Hein. Ce qu'on appelle de la fraîche découpe, en fait, communément. Oui, tout à fait, c'est ça. Il peut avoir de la carotte soit juste épluchée, soit épluchée plus coupée en rondelles ou en cubes ou en brunoise ou en julienne, comme il veut. Idem pour les pommes de terre, enfin pour tous les légumes qui poussent super bien en pays de Savoie. Voilà, et des fonds de sauce, etc. Je pense que ça pourra ouvrir, je l'espère, ça pourra offrir aussi des filières courtes à des structures telles que les hôpitaux qui réellement en ont besoin. Faire rentrer de la nourriture fraîche dans les hôpitaux, je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui.
Ça marche. Et alors, la dernière question, c'est juste après, on fait quoi? Donc, avec deux angles d'attaque. La première question, c'est juste après, on fait quoi? C'est quoi les conseils que tu voudrais donner à des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui ont envie de transformer aussi les choses après cette crise en repartant des exemples que tu as donnés? Donc, voilà, c'est quoi le conseil ou les deux conseils que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui ont envie de faire bouger les Je ne vais pas lignes? me positionner comme donneur de conseils. Mais bon, enfin voilà, moi je dis rapprochez-vous les uns des autres puis faites bosser les gens que vous connaissez, quoi. Bon Je le sens. dis, je préfère rémunérer un producteur que je connais, je vais lui donner le chèque, je sais qui il encaisse et qu'est-ce qu'il va faire avec, enfin, qui est-ce qu'il va faire vivre avec, plutôt que de payer des gens qui vont encaisser des dividendes de grosses structures agroalimentaires mondiales. Voilà, alors il en faut, hein, attention, je ne suis pas à 100% contre, mais bon, quand je dis ne pas aller chercher midi à 14 heures, c'est quand on a un producteur qui fait des super produits à côté, la moindre des choses, c'est d'aller les faire découvrir à ses clients. Ça marche. Et alors, dernière question, juste après, on fait quoi pour aider les trois dans cette phase potentiellement un peu compliquée pour vous soutenir? Est-ce que tu as… Que les prescripteurs continuent à nous choisir lors des renouvellements d'appels d'offres, puisque là, on va arriver dans la saison. C'est sûr que nous, les appels d'offres, même si c'est tous les 2 ou 3 ou 4 ans, avec les récurrences, nous répondons à des appels d'offres qui sont remis chaque année. Donc, effectivement, si on a des… La commune du Pays-Rochois cette année en proximité, la communauté de communes de Faucigny-Blières. Ben voilà, merci messieurs, dames, les prescripteurs de continuer à nous choisir. Donc, s'il y a des parents éventuellement qui nous écoutent, qui Vous sont sur choisirez ces aussi communes… de travailler avec une économie locale Tout à et fait. de développer l'agriculture locale. Donc, ce que je disais, s'il y a des parents qui nous écoutent et qui ont leurs enfants dans des écoles, c'est pas hésiter à pousser la solution de l'E3 auprès de leurs demandeurs, enfin de leur oui, et qu'ils viennent aussi collectivité. vérifier ce que l'on fait dans nos cuisines. Ça nous intéresse d'échanger aussi avec les parents. Ça marche. Beaucoup Merci Michel. Est-ce qu'il reste des questions Il y a allez, on va prendre quelques dernières questions. Il y avait une question de Michel Arnaud qui demandait, en dehors de la crise du coronavirus, comment vivent les sociétés de restauration collective pendant les périodes de vacances scolaires? Alors, très simplement, nous, dans nos cuisines, ça nous permet… déjà, on fonctionne toujours, parce que nous avons les crèches, les portages à domicile et les centres de loisirs. Donc, on a toujours un peu d'activité. D'autre part, ça nous permet, dans nos cuisines, de faire ce qu'on appelle toutes les maintenances matérielles, de faire les formations des équipes aussi, et puis que les gens puissent prendre des congés avec leurs enfants. Donc, j'ai Denis qui pose la question. En matière de RSE et suivant les nouvelles directives EGalim, quelles sont vos démarches anti-gaspi? Est-ce que vous avez des choses mises en place par rapport à ça? Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Hein, ce qui sort de la loi EGalim, c'est en place depuis le début de l'entreprise. Si ce n'est qu'accentuer un peu plus le menu végétarien, qui existe déjà dans nos menus. Voilà, tout simplement, on ne veut pas le schématiser en mettant menu vegan, menu végétarien. C'est fait régulièrement dans l'équilibre des menus, soit de la semaine, soit de la journée, soit du mois. Okay. Le bio qui est préconisé à 20%, ainsi que les produits locaux. Nous, le local, on est à 60% à moins de 80 km et plus de 56% de produits bio. Donc, je pense qu'on est déjà pas mal. C'est clair. Donc, on terminera cette session de questions par une remarque de Benoît qui nous donne un conseil pour les participants qui veulent prolonger donc, le sujet, avec l'exemple de Gilles Davot qui forme à la cuisine alternative dans la restauration collective. Et il nous indique qu'on peut lire ses livres justement pour aller un peu plus loin ou compléter en fait l'échange qu'on a pu avoir. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour pouvoir profiter du repas de midi. Je lance… Juste pour répondre à la petite question d'avant, en termes de RSE, c'est pareil, je le souligne parce que c'est important pour eux. On travaille beaucoup avec les structures de personnes handicapées, notamment les structures spécialisées telles que les ESAT. On a aussi à cœur d'intégrer dans nos équipes des personnes qui sont issues soit de l'insertion, soit de l'insertion liée au handicap. Et de les faire travailler avec nos équipes, c'est un bon exemple pour nous, à titre personnel, de voir aussi que ce sont des gens qui, même s'ils sont en difficulté, ils ont aussi la banane tout le temps. Ils sont heureux de pouvoir partager et puis d'être aussi intégrés dans la vraie vie. Et c'est important aussi de penser à eux, d'autant plus dans ces périodes où ils sont hyper confinés. Et donc, pour l'avenir et pour demain, c'est important aussi de penser à eux. N'hésitez pas à les intégrer, messieurs les entrepreneurs, dans vos structures. C'est vraiment une belle réussite.
Merci Michel pour cet exemple et je pense qu'effectivement dans les prochains lives, on va pouvoir trouver des exemples de business model qui sont plus orientés économie sociale et solidaire sur l'exemple que tu définis là. Merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. On a été ravis Michel de pouvoir mieux connaître les trois. J'espère que ça fera des émules et des petits, surtout si vous êtes déjà prêts à pouvoir du coup transmettre votre savoir-faire. Ce serait vraiment chouette que voilà, ce modèle savoyard se démultiplie en France. Encore peut-être deux petites choses. La première, c'est que donc évidemment ça, ce replay sera, enfin ce live sera en replay et donc disponible sur les réseaux. N'hésitez pas à aller le regarder ou le partager si ce live vous a plu. La semaine prochaine, on reçoit une personne qui a un profil un peu différent puisque Thibaut et Michel étaient plutôt des entrepreneurs qui étaient partis d'une page blanche pour écrire leur propre histoire. Et la semaine prochaine, on recevra Laure Desroches qui a travaillé dans la société Interface, qui est une entreprise qui fait de la moquette pour professionnels et qui s'est donné pour mission d'avoir 0 impact sur l'environnement en 2020. Donc, en 25 ans, ils ont vraiment transformé leur modèle. Et l'idée, c'est de pouvoir comprendre comment ils ont fait ça pour que ça puisse générer de nouvelles idées auprès des personnes qui veulent là aussi faire changer les choses après cette crise. Je vais lancer un petit sondage pour avoir votre perception. Un dernier sondage pour avoir votre perception de ce live et aussi connaître le meilleur horaire pour vous pour ce genre de live. Donc, je le lance. Je vous remercie de votre participation et je vous dis à bientôt. À bientôt, Michel. Merci beaucoup. Hein. C'était une première pour moi. Franchement, content. Ouais, c'était une super interview. Merci pour… J'espère que j'ai été clair dans mes réponses. Aussi. Très heureux de cette expérience. Merci beaucoup. Merci, Michel. Au revoir à tous. Au revoir.